Séquence 4 du programme d'histoire des classes de 3e intitulé Les démocraties face au totalitarisme en Europe dans l'entre-deux-guerres et plus particulièrement au cours des années 1930. Ce qui nous permettra donc de finir, de planter le décor spatio-temporel de la séquence, puisque la dernière fois nous avons dressé la carte des surenchères hitlériennes dans l'Europe des années 30. Donc les deux se complètent. Il convient d'être précis en ce qui concerne la dimension chronologique, surtout en histoire, et c'est la raison pour laquelle, au cours de cette courte séance, nous allons découvrir ensemble quelques-uns des temps forts, mais aussi quelques acteurs majeurs de notre séquence, quelques acteurs étant forts des démocraties face à la menace totalitaire en Europe. Comme vous pouvez le constater, la frise chronologique que vous avez sous les yeux ressemble comme une sœur jumelle à celle de la séquence précédente, et encore une fois c'est normal, c'est le même contexte historique, c'est la même périodisation historique, simplement afin de vous aider à mieux comprendre et à mieux apprendre vos leçons, j'ai décidé de dédoubler la séquence, mais donc le cadre est le même, et le plus gros de notre étude va donc porter sur les années 30, 1930, en Europe essentiellement, mais qui sont frappés de plein fouet par un contexte économique, social, politique dramatique, celui de la grande crise des années 30, que l'on appelle aussi la Grande Dépression mondiale. Voilà, c'est le même contexte qui à la fois renforce les dictatures, notamment les dictatures totalitaires, et affaiblit les démocraties. Alors, le premier repère important concerne la France. Nous sommes le 6 février 1934, place de la Concorde à Paris, qui vraiment porte très mal son nom ce jour-là. Et les ligues d'extrême droite, je vous expliquerai ce que c'est qu'une ligue, disons un parti politique, tentent de renverser la Troisième République. C'est du moins le sentiment, la sensation que cet événement laisse transparaître. Alors on verra, on tâchera de répondre à la question est-ce que l'extrême droite a vraiment voulu renverser la Troisième République ou pas. Vous verrez que c'est pas très aisé d'y répondre, mais toujours est-il que ça a constitué un électrochoc, puisque les Français, même les plus naïfs, même les plus optimistes, se sont rendus compte ce jour-là que la République et la démocratie étaient fragiles et pouvaient être directement menacées, et de l'intérieur. Ce qui explique que d'ailleurs le deuxième repère, qui est la conséquence du premier, c'est-à-dire la mise en place d'un front populaire de gouvernement dirigé par Léon Blum, dont nous avons déjà parlé, rappelez-vous, dans les années 1920, quand le Parti socialiste français a vu son unité voler en éclats au moment du congrès de Tours. Si ça ne vous rappelle rien, il est urgent d'aller revoir vos leçons de la séquence 2. Et quoi qu'il en soit, ce Front populaire et ses réformes socio-économiques en France se veut une réponse démocratique à la crise de la démocratie révélée avec éclat par l'émeute du 6 février 1934. Mais il n'y a pas que la démocratie française qui se porte mal. De l'autre côté des Pyrénées, la démocratie, la toute jeune et toute fragile démocratie espagnole va être confrontée à une crise qui se révélera mortelle pour elle, puisqu'il s'agira donc en même temps
lorsque le Front populaire est au pouvoir en France, c'est bien en 1936, éclate la guerre civile d'Espagne, dont nous verrons le pourquoi, le comment, le moment venu. Guerre civile d'Espagne qui va durer 4 ans, s'achever en 1939 et qui sera remportée par le nationaliste Franco, l'homme qui terrasse la République, l'homme qui terrasse la démocratie et qui met à la place une dictature autoritaire. Et le quatrième repère est à la fois la conséquence du troisième et nous permet d'établir des connexions entre la France et l'Espagne, puisque c'est un franco-espagnol, très célèbre peintre Pablo Picasso, qui, à Paris, va participer à sa manière au conflit espagnol, à la guerre civile d'Espagne, mais avec ses armes à lui, en peignant un tableau devenu mondialement célèbre, exposé dans le cadre de l'exposition internationale de Paris. Vous savez, hein, cette exposition internationale qui a vu l'ouvrier, la colcosienne de Veramoukhina affronter, artistiquement parlant, l'aigle nazi d'Albert Speer. Là encore, si ça ne vous rappelle rien, il est très urgent, surtout dans le cadre du brevet blanc qui s'approche, d'aller réviser la séquence 3 d'histoire. Donc, en histoire des arts, vous l'aurez compris, nous reviendrons sur l'étude de cette œuvre majeure qu'est Guernica de Picasso, peint en 1937. 1938, nous nous approchons dangereusement de la Seconde Guerre mondiale, et pour cause. Et là, nous en avons déjà brièvement parlé de cet événement lorsque nous avons dressé la dernière fois la carte des surenchères permanentes d'Hitler et du Troisième Reich en Europe centrale, les accords de Munich, les accords de la dernière chance, qui ont permis temporairement de sauver la paix en Europe, mais à quel prix, puisque les démocraties ont révélé leurs divisions, leurs faiblesses, et ont en plus commis le crime moral impardonnable de livrer à Hitler sur un plateau la Tchécoslovaquie, ou plus exactement la partie tchèque de la Tchécoslovaquie. Et avec le dernier repère, fort logiquement, nous sommes maintenant aux portes de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en août 1939, lorsque, à la fin du mois, la nouvelle est officialisée par Moscou et par Berlin. Les deux dictatures totalitaires antagonistes, ennemis jurés, signent un pacte surprise de non-agression germano-soviétique, valable 20 ans, donc jusqu'en août 1959. Et la surprise est de taille et elle est surtout très désagréable, on le verra, pour les gouvernements français et britanniques en particulier. Parce que le fait que Staline et Hitler se promettent de ne pas se faire la guerre l'un à l'autre, ça change beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de choses en Europe. Et c'est un coup de théâtre qui précipite encore un peu plus le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Nous verrons pourquoi, comment, le moment venu. Alors, les acteurs principaux de la séquence, déjà, même s'ils n'apparaissent pas dans notre galerie des personnages de la planche, déjà, ce sont les mêmes que lors de la précédente séquence, puisque, encore une fois, c'est la même que j'ai dédoublée. Donc, naturellement, Hitler, Staline, Mussolini sont des acteurs majeurs incontournables. On les croisera régulièrement au cours des différents dossiers de la séquence. Mais bon, comme nous les connaissons déjà,
je vais vous permettre de faire plus ample connaissance avec d'autres personnages, à commencer par l'espagnol Franco, Bahamondes Franco, qui va tenter un coup d'État et finir par le réussir à l'origine de la guerre civile d'Espagne qui terrasse la démocratie espagnole, le Front populaire espagnol. Franco installera un régime autoritaire et anticommuniste en Espagne et il n'aura la victoire sur la démocratie que grâce au soutien actif pendant la guerre civile de Mussolini et d'Hitler, autrement dit les dictatures totalitaires fascistes et nazies. Et nous verrons le pourquoi et le comment de l'intervention du Troisième Reich et de l'Italie fasciste dans la guerre civile espagnole. Autre acteur majeur espagnol, donc Pablo Picasso, dont nous étudierons encore une fois le tableau maître Guernica, à travers lequel l'artiste franco-espagnol cubiste, ce sera l'occasion de parler un peu d'art quelques instants, dénonce les horreurs de la guerre d'Espagne et surtout celles imputées au camp nationaliste, c'est-à-dire aux combattants de Franco et ses alliés fascistes et nazis. Et alors pour finir, mais nous allons en réalité commencer par eux, puisque nous allons commencer notre séquence par la France, deux acteurs politiques majeurs de la France des années 1930, qu'un abîme sépare, puisque l'un est de l'extrême droite, l'autre est de la gauche socialiste. Donc le premier s'appelle Charles Maurras, un homme pétri de culture, brillant écrivain, académicien, mais ce n'est pas son talent littéraire qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'il est le théoricien, le grand penseur de l'extrême droite française, et il est aussi le dirigeant de l'Action française, journal d'extrême droite, et il est aussi celui qui commande les Camelots du Roi, une ligue très active d'extrême droite qui constitue autant de menaces contre la Troisième République française et contre la démocratie. En face, Léon Blum, dirigeant du Parti socialiste français SFIO depuis le congrès de Tours de 1920, et lui s'oppose frontalement à l'extrême droite et donc à Charles Maurras, et il va jouer un rôle de premier plan, certes bref, puisque ça durera 1 an, mais majeur, puisqu'en tant que chef du gouvernement de Front populaire en 1936, il prend des mesures qui permettent de contrer temporairement les dictatures, notamment fascistes et nazies, mais aussi la menace de dictature que fait peser l'extrême droite sur la France. Voilà, deux acteurs majeurs espagnols, deux acteurs majeurs français que nous croiserons au détour des 4 dossiers qui seront à l'étude de notre séquence. Et voilà le programme, messieurs, dames.